j'ai compris. Bonjour Pierre, comment ça Bonjour va? Raphaël, bien et toi? Ouais, bien, bienvenue dans la cuisine. Merci. Merci de m'accorder un peu de temps pour mes étudiants de Vinci. Alors attends, il faut que je regarde par là pour bien te regarder en face. C'est un peu Euh, bizarre comme concept. moi, c'est de l'autre côté. Ok. On va parler de toi, on va parler de ta boîte que j'avoue que je ne connais pas encore très très bien. Pierre, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, absolument. Donc, Pierre Garrigue, je suis directeur France de CM.com. Donc, société que j'ai joint il y a un petit peu plus d'1 an maintenant en tant que directeur commercial et pour lequel j'ai repris la direction en ce début d'année 2022. Ça marche. Alors, cm.com, je vais être franc, je connais pas mal le marché, notamment dans tout ce qui est local, hyper local, drive to store. Et franchement, jusqu'à il y a quelques mois, je n'avais pas vraiment entendu parler de vous. Comment ça se fait? Alors, effectivement, nous, on vient à la base du monde de l'agrégat du SMS. Donc, c'est un monde assez large, hein, je dirais, en termes d'utilisation, parce que tout le monde reçoit aujourd'hui des SMS sur son téléphone mobile, que ce soit pour du marketing, de la notification, etc. Mais on sait rarement qui se trouve derrière. Au-delà de ça, on a développé pas mal d'activités pour lesquelles on n'était pas encore présent sur le marché français et que l'on a depuis 1 an et demi amené sur ce territoire depuis notre territoire d'origine, donc le Benelux, la Hollande. D'accord. OK. Donc, SMS, et aujourd'hui, donc vous êtes plus sur tout ce qui va être omnicanalité? Absolument. On s'est spécialisé aujourd'hui sur ce que l'on appelle le commerce conversationnel. Donc, c'est l'ensemble des outils qui vont permettre finalement à une marque, post-acquisition, donc outil de marketing, acquisition, automation, donc de pouvoir entrer en contact avec les clients jusqu'à la conversion et la fidélisation et autour des sujets pardon, de relations clients. Donc, le fameux SAV. D'accord. Ça fait quand même beaucoup de canaux à gérer. Vous faites comment avec vos clients? C'est une plateforme que vous avez? Oui, absolument. C'était un des enjeux que l'on avait à la fois sur une plateforme et sur une API, de pouvoir centraliser l'ensemble des canaux de communication. Alors, quand on parle de canaux de communication, on pense au SMS, on pense à des sujets comme WhatsApp, mais on a aussi du Viber, du Telegram, du Line, du WeChat, du Messenger, de l'Instagram. Donc, c'était effectivement un enjeu technique de retrouver tous ces canaux sur une seule API. Et à côté de ça, d'avoir ces canaux présents sur une plateforme qui permettent aux utilisateurs d'avoir ce que l'on appelle un single stop shop, donc un seul endroit sur une web app pour gérer leur campagne marketing, leur service client et d'autres outils dont on parlera un petit peu plus tard. D'accord. Alors, quand j'entends parler de Viber et WeChat, c'est-à-dire que vous avez vraiment une dimension internationale, de ce que je comprends. Absolument. Aujourd'hui, CM, c'est 23 pays en termes de bureaux, c'est 118 pays en termes de clientèle. Et on continue de se développer en fait en fonction de l'ouverture de marché, de développement de certaines géographies ou des besoins également de nos clients. D'accord. Alors justement, les clients, tu parles de leurs besoins, vous les accompagnez comment? C'est vous leur livrez une plateforme SaaS, ils se débrouillent, il y a une prise en main, ça se passe comment? Ah, c'est une très bonne question. En fait, il y a deux modes vraiment d'accompagnement. Le premier, c'est ce que tu citais, hein, d'avoir une plateforme SaaS qui permet aux clients de venir s'onboarder, de créer leur scénario au niveau des campagnes de communication, de retrouver les points de contact au niveau de la relation client sur cet outil et d'avoir différents produits un petit peu plus, je dirais, spécifiques comme de la signature électronique, du chatbot ou du ticketing sur cette plateforme. L'autre mode de fonctionnement, c'est l'API, Mhm. c'est-à-dire qu'on va intégrer nos API, notamment de messaging, sur une architecture ASI directement chez le client, pour lequel, dans les deux cas de figure, on va les accompagner sur une partie avant-vente et après-vente, donc la partie Customer Success. Ok, c'est très clair, merci. Le cours que je donne est sur la thématique assez précise de tout ce qui est Drive to Store. Alors aujourd'hui, c'est quoi les canaux privilégiés pour faire du Drive to Store? Alors, c'est une question un petit peu compliquée à répondre dans le sens où il n'y a pas vraiment de sujet technique. C'est plutôt que le sujet de l'omnicanalité aujourd'hui, il est très associé à la partie emailing, SMS et potentiellement voix.
Aujourd'hui, une marque va proclamer de l'omnicanalité alors qu'elle est en réalité sur 3 canaux, Mhm. qui sont les canaux entre guillemets «historiques». L'omnicanalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'ensemble des canaux sur lesquels, je discutais ou je mentionnais tout à l'heure, Ouais. mais également le fait de pouvoir interagir avec un live chat ou un chatbot sur un site web, le fait de pouvoir enrichir et ce qu'on va retrouver aujourd'hui avec, ce que l'on trouve chez Google, Business Message, Ouais. sur un canal de communication, un bot avec un scénario un petit peu complexe. Google Business Message, c'est ce qui est intégré aux pages Google My Business, Tout à fait. par lesquelles le client peut poser des questions. Tout à fait. Et D'accord. aujourd'hui, on est en train de lancer notamment, en France et avec les opérateurs, le RCS, hein, qui est le canal natif de communication, Jérôme Bouteiller, si tu nous écoutes. il nous écoutera sûrement. Heu, mais qui est le canal natif qu'on pourrait comparer, si certaines d'entre vous ont le Apple à l'iMessage, qui va permettre finalement d'aller sur, un enrichissement et une interactivité sur un seul canal de communication, un seul flow. Donc Ouais. pour revenir à ta question initiale, quand on parle de canal de prédilection pour le drive to store, ça dépend de l'audience, ça dépend de son âge, ça dépend, de l'OS sur lequel, elle va être, prépondérante. Ça dépend de son expérience client, de celle que propose d'habitude la marque. Donc c'est vraiment une matrice avec des paramètres assez complexes et complémentaires qu'il faut prendre en compte. Ça marche. J'ai écouté la keynote d'Apple l'autre jour à la WWDC sur iOS 16. À aucun moment, ils ont prononcé le mot RCS, hein, donc je pense que ce ne sera pas encore pour cette année. Non, je pense en effet qu'il y a un vrai sujet, entre éditeurs, ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire, on n'a pas non plus un Android qui a annoncé pouvoir, intégrer de l'iMessage, anytime soon. Donc ça fait partie de cette bonne guerre, hein, comme on dit. Bien qu'on puisse faire maintenant du FaceTime via Android. Ouais, Ah. c'est vrai, c'est je dirais un début de quelque chose. Maintenant, si on est un petit peu plus terre à terre, aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, hein, sur la partie RCS, on est encore aux prémices du canal. On est vraiment dans une phase d'évangélisation du marché, à la fois, quand je dis marché, à la fois, des marques par rapport à la richesse de cet outil, mais aussi des utilisateurs, par rapport au potentiel et surtout, à la prise d'habitude de recevoir ce genre de messages. Tout à fait, oui. Et donc on est encore au début. Ça marche. Toujours dans les messageries, est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je crois que tu me l'as mis dans ta liste, WhatsApp et Messenger sûr, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque plateforme? Alors tu le citais, sur le point précédent, il y a un sujet de compatibilité, d'interopérabilité entre les plateformes. Ça, c'est un peu générique, hein, en fonction de l'outil que tu utilises, tu vas avoir pas mal de difficultés à avoir de l'overlap. Hem, Après ça va dépendre un petit peu de ce que tu attends de chaque plateforme par rapport aux typologies de data que tu vas ressortir. Mhm. Si on prend, l'exemple du SMS, sur le SMS, on va avoir des données assez basiques de délivrabilité, du message. On va Ouais. avoir aucune statistique d'ouverture, aucune statistique d'engagement ou d'activation. Si on va sur des canaux plus riches, comme, du RCS par exemple, hein, qui est, on va dire le dernier né ou le dernier arrivé sur le marché, tu vas avoir des données d'ouverture, d'engagement, de clics. On Mhm. va même avoir des statistiques autour de la géolocalisation. Donc pas mal de choses qui vont te permettre d'avoir, je dirais, un petit peu plus d'informations sur l'impact de tes campagnes. Hem, Maintenant on pourrait les détailler, chacune d'entre elles, hein, et c'est Ouais. des choses que l'on a aujourd'hui, On va pas en avoir le termes temps de aujourd'hui. voilà. Mais en termes de support, quand Mm. on accompagne une marque sur la mise en place de sa stratégie omnicanal, on essaie aussi de la sensibiliser sur, les forces et les faiblesses et les opportunités que représente chacun des canaux. Ça marche. Alors, euh, tu as parlé de limites là, il y a quelques secondes. Moi, il y a quand même une question parce que tout ce qui est messagerie, messenger et tout ça, moi, ça me fait penser à un mot dont tout le monde parlait il y a 5 ans, c'est les chatbots. Oui, Je crois que tu l'as cité tout à l'heure dans votre périmètre. Les chatbots, il y a 5 ans, si tu n'avais pas fait ton chatbot sur Messenger, tu avais loupé ta carrière, on va dire ta vie. Et j'ai l'impression que là, on est rentré dans une phase de maturité, puis on commence à en voir un petit peu partout, notamment sur les plateformes comme Messenger et WhatsApp. Vous me dire un petit peu si vous en faites quelque chose?
Ouais, effectivement. Alors nous déjà d'une part, tu le citais, c'est un des outils que l'on a internalisé. Euh, D'une part parce qu'au moins on a une espèce de certitude sur la fiabilité de la technique et de l'outil que l'on propose à nos clients, et d'autre part parce que tu as des sujets de complémentarité entre ton outil bot et les différents canaux. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que le marché du bot, il était, comme tu l'as dit, assez opaque en termes de, en tout cas, peut-être pas opaque, mais en tout cas très riche ou trop riche en termes d'offres. Et on a vu arriver et pulluler des tonnes et des tonnes de providers. Et aujourd'hui, des travaux que l'on a à accomplir, c'est aussi ce travail de réévangélisation sur ce qu'est vraiment un bot et je dirais, ce qui est le plus adapté aux besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'entre une solution à 50 euros par mois que tu mets Mhm. sur étagère et qui va te permettre de créer ce qu'on appelle un arbre décisionnel, hein, qui ressemble un peu, s'il fallait schématiser, à un arbre généalogique rempli de conditionnels en fonction des réponses que donnent les interlocuteurs, versus un outil qui va être beaucoup plus intelligent, qui va être capable d'apprendre des réponses et de la manière dont tu les formules pour aller vers quelque chose de très riche et de très fluide en termes d'expérience utilisateur. D'accord. Les cas d'usage aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver là où on va avoir un chatbot et ça marche bien? Alors, déjà, l'un de nos plus beaux projets que pas mal d'entre vous ont sûrement utilisé, c'est celui de l'assurance maladie de la CNAM. Quand vous vous connectez sur amélie.fr, le bot en bas à droite qui apparaît, c'est celui de CM. D'accord. Euh, et on va retrouver des cas d'usage aujourd'hui sur les parties banque, assurance, services. Euh, Quand on parle de retail et d'e-commerce, on est plutôt sur des problématiques de services après-vente. D'accord. Aujourd'hui, le marché français, il n'est pas encore assez mature pour que le consommateur mette sa carte bleue quand un chatbot lui demande. Ce qui peut avoir du sens, mais Mhm. quand on prend des marchés comme les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis ou l'Angleterre, on a beaucoup plus de cas où finalement tout le monde a l'habitude d'avoir sa petite fenêtre avec un bot bien fait et fonctionnel qui va vous accompagner sur le processus d'achat au niveau d'une marque. Donc il y a pas mal de choses hein, qui se passent sur cette partie-là. Encore une fois, c'est là où on amène aussi une expertise à nos clients, Mhm. c'est-à-dire qu'on les accompagne sur la scénarisation. C'est-à-dire entre le design conversationnel qui est la scénarisation de ce que l'on fait du parcours client jusqu'aux problématiques d'escalade, c'est-à-dire le moment où on arrête la machine pour repasser la conversation à un être humain. C'est D'accord. vraiment tous les paramètres sur lesquels il faut travailler et sur lesquels on doit aussi raffiner, je dirais, ce que l'on a mis en place, puisque le projet même ou l'essence même d'un bot, c'est qu'il n'est jamais fini. Alors, si je comprends bien, le bot, vous allez le mettre vraiment en contact au début pour qualifier le besoin, le souci. Dans la mesure du possible, il répond, voire il peut faire la transaction, mais si jamais on voit que ça patine, là, vous passez la main à un humain. Tout à fait. Bah, le but, de toute façon, in fine, c'est que le point de contact entre la marque et le client ne soit pas déceptif. Donc, on a fait tous, autant que nous sommes, l'expérience d'un service client, je dirais, inefficient, pour rester correct, sur lequel, finalement, soit tu parles à un bot qui est un peu en mode Pac-Man et qui tape dans le mur et qui fait que avancer et reculer. Voilà, soit tu vas avoir finalement une très mauvaise compréhension qui va te faire perdre du temps et in fine tu auras cette escalade vers un être humain, mais ça peut prendre des plombes. Et c'est ça finalement que l'on veut éviter. Et notre politique finalement, elle n'est pas de remplacer l'homme par la machine ou la machine par l'homme, elle est plutôt de trouver le juste milieu La pour complémentarité. la complémentarité, pour qualifier, comme tu disais, une entrée de fenêtre, donc Oui, une prise de contact, et aller vers une escalade, si besoin, vers un être humain en bout de fenêtre. d'accord. OK. Et on parle de bout de funnel, justement, et je reviens toujours à mon Drive to Store. Aujourd'hui, en entrée de funnel, et ne serait-ce que pour pouvoir peut-être réserver un article pour faire du click and collect derrière et peut-être afficher un plan avec l'adresse, c'est des choses que vous faites ou pas? Ouais, tout à fait. C'est des choses que l'on fait, c'est des choses que l'on veut faire de plus en plus. Mhm. Il y a une question de maturité, encore une fois, de Ouais, marché. Mais par exemple, tu en parlais tout à l'heure, hein, quand tu vas sur ta recherche Google, pour ne citer que, et que tu as l'adresse d'un point de vente, tu vas pouvoir faire apparaître un petit onglet qui s'appelle discussion.
Mhm. sur lequel on peut connecter un petit chatbot. Et tu peux d'ores et déjà, par exemple, demander si une référence de produit bien particulière est D'accord. bel et bien en stock. On peut imaginer la pré-réserver, on peut imaginer mettre un moyen de paiement, un outil transactionnel pour la pré-payer et avoir un click and collect qui se fasse tout simplement depuis ce canal. On peut tout D'accord. simplement Excellent. aller interagir, demander les horaires d'ouverture. Ouais. On peut imaginer finalement un tas de scénarios Mm. qui permettraient d'avoir une partie d'automatisation et un objectif final de Drive to Store, donc avec plus ou moins je dirais, d'engagement. Mais après, c'est un petit peu en fonction, encore une fois, des habitudes de la marque, de sa façon de procéder, de sa façon de s'adresser à ses clients et Mhm. de l'expérience qu'elle veut créer in fine. D'accord, ça marche. Et alors, tous ces chatbots, là, parce que je reviens sur le côté RCS, c'est quelque chose que vous allez pouvoir déployer dans du RCS, au même titre que sur Messenger ou sur WhatsApp? Absolument, absolument, c'est le but, hein, in fine. C'est encore une fois, je dirais en fonction de la volonté et de la stratégie des marques. Effectivement, sur du RCS, l'objectif, il est de le connecter à un bot, hein. De toute façon, c'est l'essence Mhm. même du canal. Et en fonction du niveau d'automatisation ou du niveau d'expérience que veut fournir la marque, Ouais, on pourra faire des choses plus ou moins complexes. ça marche. Il y a un sujet sur lequel planchent beaucoup de tes concurrents aujourd'hui, c'est celui de la dématérialisation du prospectus papier qui inonde Ouais. nos boîtes aux lettres. Donc, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Est-ce que ça, c'est des problématiques que vous adressez également? Oui, absolument. On a fait de la dématérialisation de catalogue. On a fait également on en parlait, hein, sur le sujet RCS, on a fait du push marketing avec des retailers sur lesquels tu peux avoir, par exemple, sur un sujet de valorisation promotionnelle, Mhm. une forme de carrousel avec des articles bien précis en Ouais, fonction d'une audience bien précise pour générer du clic ou de l'activation de ces offres. Donc, c'est des choses effectivement que l'on fait et que l'on va être amené à faire de plus en plus et sur lesquels on aime bien travailler aussi dans cette optique justement de paperless pour les marques. ça marche. Je suis désolé, j'insiste sur le RCS, hein, mais je sais que c'est quand même un sujet assez chaud quand même, puisqu'il a été lancé officiellement à l'automne dernier. Tout à fait. J'ai entendu dire que toutes les campagnes de RCS devaient passer par les serveurs de Google. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que c'était sur une cible Android. Ouais, absolument. Alors, il y a pas, enfin, disons qu'il n'y a pas de sujet, hein, en termes d'utilisation et de techno. La seule chose, c'est qu'effectivement, euh, on a de toute façon des certificats, je dirais, euh, sur lequel on va respecter la RGPD. Ta D'accord. question est, je La pense, question d'après. sous- sous-jacente. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact sur le business, c'est compliant, on peut travailler sur des marchés publics, il y a des data centers dédiés. Mhm. On n'a pas ces problématiques d'infraction au respect de la RGPD. Si on veut un petit peu ouvrir le sujet, hein, d'autres éditeurs sont sur les mêmes modèles de fonctionnement avec un respect complet des sujets RGPD puisqu'ils travaillent avec des banques, des assurances, des retailers et qu'il n'y a, y a jamais eu aucun sujet là-dessus de Ouais. compliance. Moi, je sais que dans mon boulot en ce moment, je suis sur des sujets d'opt-in SMS, hein, où c'est quelque chose qu'on a malheureusement négligé depuis toutes ces années, à une époque où on a vraiment besoin de faire du SMS pour l'acquisition, enfin activation, réactivation, et on manque cruellement cruellement de contacts qualifiés. Ça, c'est autre Ouais, bah, chose. absolument, ouais. Mais l'opt-in, c'est un vrai sujet. Enfin, au même titre que tu parlais de la compliance RGPD des éditeurs aujourd'hui, euh, des problèmes entre guillemets aussi basiques que celui de l'opt-in SMS sont aussi à regarder de près quand on parle de stratégie omnicanale, parce que effectivement, comme tu le citais, ça n'a pas toujours été le cas. Et la propreté des bases aujourd'hui et le niveau d'opt-in n'est peut-être pas aussi haut que ce que pensent certains annonceurs. Euh, In fine, ça a aussi un impact sur la qualité des communications. Parce que Forcément. les shooter des gens qui n'ont pas accepté de l'être, in fine, tu auras des taux de conversion qui seront assez mauvais. Hmm. Ouais, c'est Il y a clair. très bons spécialistes sur ce sujet-là d'ailleurs, avec qui on travaille.
j'imagine. Quitte à rester dans la partie réglementation et réglementation européenne, est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle loi qui vient de passer, la DMA, Digital Market Act, qui va notamment imposer, parce qu'on parlait tout à l'heure de la compatibilité iMessage, ERC, tout ça, et cette nouvelle loi européenne veut imposer aux constructeurs de téléphones portables d'OS d'uniformiser et, entre guillemets, libérer le code des différentes messageries. Oui, j'ai entendu parler. Euh, Est-ce que tu as des infos croustillantes sur le sujet? alors, pas plus que le commun des mortels, j'ai envie de dire, mais c'est effectivement un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les sphères professionnelles et même réglementaires au sens plus large. Ouais. Je pense que on est encore sur des phases de gros débats et de gros échanges sur ce qui est acceptable ou non et ce qui sera réalisable ou non également. Euh, L'autre sujet, c'est que tu l'as cité, hein, c'était une loi européenne et qu'on est sur des sujets avec des éditeurs globaux. Américain. Ouais. Ah oui. Hmm. Donc, est-ce que ça suffira au vu de la taille du marché domestique à faire évoluer les choses? Je dirais en tout cas dans ce à quoi certains s'attendent, je sais pas encore. Écoute, les médias ont l'air de retenir de cette loi que le fait que Apple doive absolument mettre un chargeur USB-C sur ses iPhones d'ici à 2 ans, alors que finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact pour nous, alors que l'autre partie, hein, ça va avoir beaucoup d'impact sur le business, potentiellement. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que voilà, on est encore, je pense, en phase. Il y a des phases avancées de conversation, hein, et de ces sujets-là, mais il y a beaucoup de Et travail. donc, toujours dans la continuité, et puis on parlait RGPD tout à l'heure, alors ça commence à dater un peu maintenant, c'était un peu plus d'1 an, il y avait iOS 14.5 qui est sorti avec les premières mesures anti-tracking, hein, et l'arrivée de l'ATT, hein, qui a été un raz-de-marée. C'est le petit pop-up qui, lorsqu'on lance une application la première fois, te demande si tu autorises le suivi publicitaire. Ouais. Et puis ils ont foncé le clou avec iOS 15 qui est sorti 6 mois après, où là c'est carrément l'anti-pixel de tracking, le proxy Apple où tu es anonyme. Tout ça, est-ce que ça a un impact sur votre business aujourd'hui? Alors non, parce que tu en parlais tout à l'heure, hein, nous on est vraiment sur des sujets de base opt-in, on n'est pas sur de l'acquisition. On est vraiment sur des sujets de conversation, de conversion, puis de fidélisation ou de SAV. Mhm. Donc, les outils que l'on met à disposition de nos clients, et on est garant de ça auprès des opérateurs également, hein, Ouais, sont uniquement utilisés sur des personnes qui ont consenti à être d'accord, ciblées. Euh, Il y a d'autres sujets réglementaires et techniques autour desquels on s'attelle aussi à être complètement transparent et compliant, mhm. mais on n'a pas, nous, de sujet particulier sur cette partie-là. D'accord, C'est pas quelque chose qui nous affecte. ça marche. Euh, je suis obligé de te poser une question parce que c'est sur toutes les lèvres en ce moment, même si le marché des cryptos est en train d'exploser de l'intérieur. Si je t'évoque le mot métaverse, ça te dit Mhm. quoi? Euh, non, je pense que il y a pas mal de marques, hein, notamment qui sont déjà assez euphoriques quant au métaverse et sur lesquels il y a encore énormément de travail, je dirais, en termes d'expérience client dans la vraie vie. Donc, je suis plutôt sceptique, en tout cas, sur l'engouement que ça représente aujourd'hui. Mhm. Euh, et in fine, il faudra de toute façon driver les gens vers le métaverse. Donc, Ah, in il fine, il faudra. faudra quand même être driver sur le métavers. C'est-à-dire que euh, peut-être d'ici 5 à 10 ans, ça se fera, quoi. si le métaverse se développe autant que l'on aimerait nous le faire croire aujourd'hui. Mais Bah, pour vous, j'ai envie de dire, du chatbot dans une fenêtre sur un site web au métaverse, il n'y a qu'un pas, finalement. ouais, absolument. C'est une évolution assez naturelle, mais voilà. Je suis assez dubitatif sur l'impact à court terme de cette partie-là, de cette techno-là sur le retail et la partie Drive to Store.
Ça marche. Bon, merci pour ta franchise. On arrive à la fin de cette interview. Pierre, toujours une question que je pose, c'est si mes étudiants devaient venir bosser pour toi, avec toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une chose, une phrase. Être curieux, avoir beaucoup de bonne volonté et surtout de bonnes idées pour un petit peu amener un regard frais et innovant sur ce que l'on fait. Bon, ça marche. Bah, écoute, hein, moi, j'ai toujours des futurs stagiaires ou alternants qui cherchent des boîtes, donc je leur ferai passer le Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Merci à toi et puis à bientôt. Ouais, merci infiniment. Salut Pierre, à bientôt. Au revoir.